toutes et à tous. Bienvenue à la COP 23 de Villeurbanne. Donc, nous sommes le jeune Parlement européen et nous allons essayer de donner quelques conseils et des solutions au président de la République française. Alors l'année dernière, lors de la COP 22 qui s'est déroulée à Marrakech, nous avons fait une prédiction. La planète devrait battre en 2016 son troisième record annuel consécutif de chaleur, selon l'Organisation météorologique mondiale. Alors il faut savoir que le 21e siècle, il comptera aussi 16 des années les plus chaudes constatées jusqu'ici. Malheureusement, cela s'est avéré véridique. Alors on va essayer de répondre à une question qui nous a été posée, c'est la croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement? Vous êtes tous les deux là pour nous parler un peu de l'impact qu'a la croissance économique sur l'environnement. Donc vous allez chacun nous apporter un peu les limites qu'a pour l'instant la croissance économique sur l'environnement. Je commence. Allez-y. Oui, donc en effet, on doit faire face à certaines limites, notamment la destruction progressive du capital naturel et l'épuisement des ressources, qu'elles soient renouvelables ou non. Mais alors, comment on peut résoudre cela? Certains sont d'avis d'une soutenabilité faible. Donc pour eux, le capital naturel devient substituable, donc il peut être remplacé par d'autres formes de capital, comme capital, notamment par le progrès technique, par exemple. En effet, les innovations majeures considérées croissance économique et conscience écologique. Et d'autres, par exemple, aussi soutiennent l'idée de soutenabilité forte. Donc ça, c'est tout le contraire, en fait. Pour eux, la biodiversité serait non substituable. Et donc, le capital naturel ne pourrait être remplacé. Donc, il faut avant tout, pour eux, changer nos modes de consommation. Mais ça, nous allons le voir plus tard avec les propositions que nous allons faire. Et sinon, pour autre limite, on a remarqué aussi que depuis un siècle, l'exploitation des ressources s'est intensifiée et cela peut être dû à l'industrialisation du pays. Donc pour vous, les limites, c'est que pour l'instant, il y a deux types de soutenabilité qui s'opposent. Les limites, c'est surtout aussi l'épuisement du capital naturel et du coup, ces deux formes de soutenabilité pourraient apporter des solutions, mais elles sont contraires. Mais on ne sait pas vraiment encore laquelle est possible D'accord. pour le long terme, en tout cas. Pas de souci, merci beaucoup. Monsieur Chakraoui. Alors moi, je vais vous parler d'un autre problème. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas censés ignorer que les rejets de polluants et l'émission de CO2 a considérablement augmenté au cours de ce siècle. Cela peut avoir des conséquences catastrophiques. Alors, effectivement, l'accumulation des gaz renforce le phénomène d'effet de serre. Un phénomène d'effet de serre qui engendrera des déséquilibres climatiques énormes, comme le réchauffement de l'atmosphère, l'acidification de l'océan ou même les canicules qui pourraient impacter terriblement sur l'agriculture de la planète, mais aussi les tsunamis. Le problème qui est à la base écologique pourrait même devenir social et même économique. Effectivement, le nombre de réfugiés climatiques pourrait considérablement augmenter. D'accord, très bien. Donc pour rebondir sur ce que vous avez dit, il faut savoir qu'aussi la troisième limite, c'est le fait que l'écosystème il est fragilisé par le développement des activités industrielles que l'homme a sur lui. Donc cela entraîne parfois des marées noires ou les tristement célèbres Tchernobyl et Fukushima. Il faut savoir que souvent ça a des conséquences qui sont irréversibles pour l'environnement. Donc dans un dernier temps, nous allons voir les solutions envisageables qu'on pourrait apporter. Donc je crois que c'est Stéphanie qui veut commencer. Oui, tout à fait. Donc moi, je voulais vous parler de la réglementation. Donc pour lutter contre la pollution, on pourrait justement augmenter ces réglementations. Donc qu'est-ce qu'une réglementation? Donc la réglementation peut prendre la forme de normes qui jouent un rôle incitatif et constituent un moyen simple pour contraindre les comportements polluants. Par exemple, la circulation alternée. Et donc la circulation alternée, elle est mise en place de plus en plus ou... Oui, alors la circulation alternée, en fait, elle a été mise en place à Paris, mais aussi dans les grandes villes. Maintenant, on voit qu'à Lyon, elle a été mise en place aussi. Donc, en quoi elle consiste? En fait, les véhicules qui auront une plaque d'immatriculation avec un numéro pair auront le droit de circuler uniquement les jours pairs. Et inversement... Donc pour les numéros impairs. Voilà, inversement. Et ça fonctionne bien ou c'est respecté? Alors, la circulation alternée... pour ma part, en fait, elle peut marcher de façon temporaire. Temporaire, d'accord. Puisque, en fait, elle est là pour faire réduire les pics de pollution, qui sont notamment de plus en plus fréquents en ce moment. Mais je ne pense pas qu'elle peut, et je pense que certains sont de mon avis aussi, elle ne peut pas non plus réduire la pollution de façon durable, pardon.
Par exemple aussi, elle a certaines limites, donc vous l'avez dit tout à l'heure, elle n'est pas forcément respectée de tous, donc il y a des fraudes, malgré les sanctions, comme les amendes ou l'immobilisation du véhicule, pardon. Certains décident de rouler alors qu'ils en ont l'interdiction. Et également, pendant la circulation alternée, les transports en commun sont gratuits. Donc du coup, les gens ont tendance à beaucoup plus les prendre, ce qui peut bloquer certaines lignes, comme notamment le RER bloqué à Paris en 2016, en décembre 2016. Oui, mais ils sont souvent vraiment en grève. Oui, ils sont souvent en grève. Madame Robert, vous m'avez parlé de réglementation. Vous savez que ce n'est pas la solution la plus efficace au niveau économique, alors que la réglementation a plus d'avantages au niveau économique que la réglementation. Pardon, la taxation du coup. Merci de me reprendre, effectivement, je suis désolé monsieur, c'est le sport qui m'a... Alors en effet, elle applique le principe du pollueur-payeur. C'est ce que c'est? Plus on pollue, plus on paye, tout simplement. Exactement. En procédant ainsi, les pouvoirs publics veulent en réalité faire supporter le coût des externalités à celui qui les produit. Je vous rappelle ce qu'est une externalité, monsieur le Président. Ce sont les effets, qu'ils soient négatifs ou positifs, que subit un agent économique du fait de l'action d'un autre agent économique. Voilà, tout simplement. Et je donne la parole à monsieur. Donc, Monsieur le Président, il faut savoir qu'il y a une dernière solution qui est envisageable, c'est les quotas. Donc les quotas, qu'est-ce que c'est? C'est plus une entreprise pollue, plus elle va avoir de quotas, et moins elle pollue, plus elle va pouvoir donner des quotas. Donc chaque entreprise a en fait un plafond de quotas qu'elle ne doit pas dépasser, excusez-moi. Mais une entreprise qui pollue beaucoup et qui n'a pas assez de quotas va pouvoir acheter des quotas à une entreprise qui ne pollue pas beaucoup. Donc ça permet un peu de réguler, on va dire, la pollution, mais c'est pas vraiment l'idéal parce que c'est très très dur à sécuriser. C'est une forme d'échange. C'est une forme d'échange, mais c'est vraiment très dur à sécuriser au niveau des pouvoirs publics. D'accord. Donc, Monsieur le Président, on va essayer d'apporter une dernière solution, c'est ce que peuvent faire les citoyens français dans leur vie de tous les jours, qu'ils soient en ville ou à la campagne. Quelles solutions ils peuvent essayer d'apporter pour essayer de favoriser ce développement durable? Donc Stéphanie. Oui, donc par exemple, on pourrait favoriser le tri sélectif et par exemple en sensibilisant les enfants dès leur plus jeune âge, donc par exemple à l'école, ce qui en ferait des consommateurs responsables en continu. Donc je pense que ça pourrait favoriser. Tout au long de leur vie, de leur plus jeune éducation jusqu'à la fin, vous pensez que ça leur permettrait de... Je pense qu'ils pourront transmettre cela à leurs enfants, aux générations futures. Donc on est d'accord pour dire que ça doit être le comportement des consommateurs qui doit évoluer. Exactement. Ainsi, par exemple, ils devraient prendre de plus en plus les transports en commun, qui sont beaucoup moins polluants, ou s'initier dans la consommation collaborative, comme le covoiturage. Ou tout simplement en instaurant aussi le principe des vélos, comme à Lyon, dans plus de villes françaises par exemple. Effectivement, ce serait écologique, mais en plus économique, bon pour l'économie du pays. Et bon pour la santé aussi. Effectivement. Donc Monsieur le Président, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez globalement de ce débat? Puisqu'il s'agit de nous engager devant les générations futures à rendre indissociable la lutte contre la pauvreté, le développement humain et la préservation de la planète. Pour y parvenir, le chemin a été long, très long. D'accord, Monsieur le Président. J'espère que ce débat vous aura plu, vous aura permis un peu de trouver des solutions, mais aussi de vous rappeler les limites qu'a la croissance économique sur l'environnement, en espérant que vraiment le développement durable va évoluer en France. Merci à nos deux intervenants. Dans un instant, la météo présentée par Claire Chazal, et on souhaitera une bonne fête à toutes les Lorines. Au revoir et merci à tous. Merci.